Que le concept de ville intelligente, on en entend pas mal parler dans les médias. Moi, je savais pas vraiment à quoi ça correspondait. Donc je trouvais ça intéressant de me pencher sur la question. Et surtout aussi parce qu'il était tourné vers le territoire de Rennes Métropole et que je trouvais ça intéressant aussi de travailler sur le territoire sur lequel je vis tous les jours. En école d'ingénieur, ce genre d'exercice n'est pas vraiment proposé. On est assez cadré avec beaucoup de données technologiques, mathématiques, etc. Les exercices sont plutôt des problèmes bien définis. Et du coup, ce séminaire, c'était l'occasion de créer du contenu, de partir de rien et avec 80 étudiants environ, de mener un projet du début jusqu'à la fin et de voir après ce qu'il en résulte. On parle de mobilité, de santé, de formation, etc. Et j'y suis allé dans une optique où vraiment je partais du principe que je connaissais pas grand-chose, que j'avais tout à apprendre. Et il y a eu notamment beaucoup d'interventions, comme des professionnels, des universitaires, des élus locaux, qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair dans tout ça et d'essayer de construire une réflexion un petit peu autour de tous ces domaines d'activité qui concernent finalement l'habitant au quotidien, en fait, quoi. Si on prend étymologiquement, l'intelligence, ça veut dire faire un choix. Et du coup, ville intelligente, pour moi, c'est la capacité de la ville à pouvoir permettre à ses habitants de faire des choix collectivement pour le développement futur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas renseignées comme je l'étais auparavant, qui pensent que la ville intelligente, c'est le tout technologique, que tout est connecté, qu'on a des écrans partout, tout est géré par les smartphones, etc. C'est une ville où l'habitant est au cœur de l'action. Mais au-delà de ça, pour que ça fonctionne, il faut que ça vienne de soi, il faut que ce soit une logique qui soit spontanée et non pas forcée. Avec évidemment comme support le numérique. Le numérique donc comme outil, mais comme outil de collaboration et comme outil aussi de système durable d'un point de vue environnemental. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se combinaient dans ce quartier, donc à la fois l'habitat, la mobilité. Parce que en fait le quartier c'est comme un microsystème et à partir du moment où un quartier va bien fonctionner, c'est plusieurs micro-unités comme ça qui vont ensuite former cette fameuse ville intelligente. Avec l'habitant au cœur de ses décisions, avec une vraie conscience collective sur ce qu'est le vivre ensemble, avec voilà, un ensemble d'activités, que la mobilité soit au maximum améliorée, avec par exemple un centre-ville sans voiture, qu'on ait des habitats éco-responsables, qu'on ait voilà, toutes les pistes qu'on a pu proposer, qu'elles soient développées au maximum et dans l'idéal appliquées si elles conviennent à la métropole, bien entendu. Pour moi, la ville intelligente, c'est une ville qui est en mouvement. Donc, l'intelligence, je la définirais pour une ville comme une dynamique, si vous voulez, ne pas rester, ne pas stagner, quoi, et prendre aussi la vie de tous les acteurs de la ville. Donc je vois Rennes un petit peu d'une façon qui serait un peu plus futuriste forcément, mais pas non plus un changement radical. Je pense pas qu'une fracture va s'opérer, mais plutôt une progression plus dans le temps en fait. Donc j'imagine pas ça avec des voitures volantes par exemple, c'est plutôt... j'espère en tout cas que ce sera plus axé sur le partage et que les gens travailleront plus ensemble pour construire une ville qui leur ressemble un peu plus. Les étudiants, il y a beaucoup de mots importants qui ont été prononcés, vous les avez entendus comme moi, on parle de ville des choix, de ville en mouvement, de ville où l'habitant est au cœur du système et où le numérique, qui a sa place, vous l'avez noté, est un outil mais n'est pas une fin en soi. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer par un tour du monde des démarches qui se présentent comme relevant de la ville intelligente. Et on voit qu'aucune définition n'existe mondialement puisque de nombreuses villes s'en revendiquent tout en présentant des caractéristiques très diverses. Donc San Francisco se définit également comme l'une des villes les plus intelligentes du monde. Et en 2009, ils sont partis sur un projet d'objectif zéro déchet en 2020. Ils ont mis en place un système de recyclage des déchets qui engage réellement l'habitant, puisqu'il est relativement contraignant, mais il a également débouché finalement sur tout un nouveau secteur d'activité qui a créé énormément d'emplois. Et on peut dire que le pari a été tenu, puisqu'aujourd'hui les déchets ne représentent à San Francisco plus que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc à Montréal, on a vu l'idée d'un pôle d'excellence économique avec un quartier d'innovation mêlant milieu universitaire et milieu d'affaires. Et puis à Bristol, on a vu un cirque monétaire à l'échelle d'une ville. Donc la ville intelligente passe également par l'expérimentation de quartier et l'échelle réduite localement sur le plan économique.
Donc l'idée qu'on en retient, c'est que l'économie collaborative, ça va être notre second pilier pour notre définition de la ville intelligente. À Amsterdam, la participation citoyenne fait partie de l'ADN de cette ville. Les habitants d'Amsterdam sont considérés parmi les plus créatifs, les plus innovants d'Europe. Et donc c'est sur cette base-là que la ville a décidé de lancer une plateforme numérique pour faire face à ces problématiques et puis arriver à des solutions qui soient co-construites avec toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les institutions, le gouvernement, mais également les habitants. Et l'idée clé, bien sûr. Et donc l'idée clé de ces deux projets, d'Amsterdam et de Dharavi, ça serait donc une gouvernance participative, finalement une gouvernance intelligente. Puisqu'à Amsterdam, on a une volonté institutionnelle d'établir un lien direct avec l'habitant, et l'habitant est invité finalement à devenir un expert d'usage. À Dharavi, comme le dit le journaliste des Échos Paul Molga, des lieux se construisent spontanément avec la seule compétence des habitants, sans urbanistes ni architectes, et n'ont comme seule visée que de parvenir à vivre collectivement le mieux possible. Donc avec ces deux exemples, on voit que l'habitant peut contribuer directement par une forme de gouvernance à améliorer son territoire. Et bien finalement, on en retire une autre définition de la ville intelligente, qu'on va donc vous présenter, qui s'appuie sur 3 piliers: la gouvernance participative, l'efficacité environnementale et l'économie collaborative. Dans cette deuxième partie, c'est de faire apparaître les leviers d'implication de l'habitant. Donc au travers de 6 activités qui sont le cœur de la vie en général. Donc il y a la santé, le commerce, la mobilité, l'habitat, le travail et la formation. Donc avec ces pistes et ces leviers qu'on va essayer de décrire ici, on arrive à une trajectoire, et donc une trajectoire par activité pour peut-être mieux dessiner la ville intelligente, ou en tout cas essayer de le faire. Donc la troisième et dernière partie de la semaine de séminaire était consacrée en fait au croisement des activités les unes avec les autres pour établir un scénario appliqué au mode de vie, à la performance économique et à l'attractivité de la ville. Cependant, donc, on a pu voir transparaître à travers toutes nos activités la place centrale de l'habitant au cœur de chacun des processus d'initiative dans la vie quotidienne. Et donc en fait, vous l'aurez compris, l'engagement des habitants est le vrai moteur de notre approche de la ville intelligente. On a donc fait le choix de vous présenter en fait cet enjeu incontournable de la ville intelligente qui découlait de notre réflexion mais qui n'avait pas été approfondi pendant le séminaire. Donc cet enjeu, c'est comment générer cet engagement. D'après nous, pour qu'il s'engage, l'habitant doit avoir confiance. Donc la problématique est ainsi de pouvoir activer cette confiance. D'identifier le périmètre dans lequel il agit, de voir que ses initiatives, ses comportements et ses interactions ne sont pas vaines et participent au bon développement de son environnement. C'est par exemple dans l'activité travail, le quartier d'innovation de Villejean, où chercheurs, étudiants et travailleurs vont pouvoir développer leurs projets agroalimentaires grâce à cette proximité. Voilà. Le levier suivant, c'est la valorisation. Le levier valorisation, c'est donner de la visibilité aux actions, aux engagements des habitants en les mettant en valeur par des mécanismes ou des outils de reconnaissance. Par exemple, des labels, publicités, certificats, plaques. On a pu retrouver ce levier dans l'activité commerce avec la plateforme numérique qui met en lien les commerçants de proximité avec les habitants du réseau. Le prochain levier, c'est la modération. Le contrôle par les habitants de leur action. Donc, autorégulation, pour aller au-delà du modèle d'autorité hiérarchique qui n'est plus générateur de confiance. On a vu, avec ce levier, un exemple, c'est l'habitat, où sont les habitants qui prennent soin eux-mêmes des espaces partagés dont ils bénéficient, comme les laveries communes dans les immeubles. Et le dernier levier, c'est protection. Par le numérique, les activités de chacun sont ouvertes à tous. Et il y a des données qui sont sensibles et qui y transitent. Et donc, il est essentiel de les protéger. Par exemple, dans le carnet de santé intelligent,
Les données qui sont dessus doivent être protégées. En fait, si on devait résumer tous ces leviers en quelques mots, on pourrait dire je suis libre de faire ce que je veux, faire quelque chose parce que j'y gagne, et tout le monde aussi, dans mon périmètre, dans ma proximité. Je suis valorisée pour ça, j'ai un pouvoir modérateur et mes données sont protégées. Donc à travers tous ces éléments, j'ai confiance, donc je peux et je veux m'engager. Nous vous avons ainsi présenté notre grille d'analyse de la ville intelligente, donc en partant du constat de la diversité d'approches de ce concept à travers notre tour du monde, puis en vous présentant quelques pistes de réflexion que nous avons travaillées tout au long de ce séminaire, avant enfin de vous présenter nos propositions sur comment engager l'habitant, tout ça bien sûr depuis notre point de vue d'étudiant. Donc comme vous l'aurez sans doute compris, on ne prétend ni avoir une analyse exhaustive ni une analyse technique, mais voilà notre proposition de grille d'analyse en tant qu'étudiant, et donc nous ouvrons le débat avec vous à présent. Je crois qu'il y a bien sûr les étudiants, mais il y a cette culture du vivre ensemble, et peut-être qu'il faut qu'on passe à la dimension faire ensemble, ça a été dit, c'est-à-dire comment on construit des projets, comment on suscite l'adhésion à des projets. C'est vrai que c'est une grande difficulté, ça a été mentionné. On oublie que la ville, ce sont d'abord des habitants, et c'est d'abord une vie collective qui va effectivement permettre de la créer. Alors, je crois que chaque ville est différente par ce fait. C'est-à-dire que si on accepte effectivement cette évolution de la ville intelligente à partir de ses habitants, chaque ville va continuer à être très différente de sa voisine et va avoir une culture différente. Elle va être attractive justement parce qu'elle sera originale. Et je trouve que la synthèse, moi je la partage en tout point, avec aussi les limites sans doute que vous avez pointées les uns et les autres dans l'exercice. Et notamment justement comment, vous l'avez dit en début de présentation, comment on évite d'en faire quelque chose de descendant, parce que ce serait sinon un outil de planification de plus, enfin un machin de plus. Et là, vous avez touché du doigt à plusieurs reprises des limites de l'exercice, c'est-à-dire comment à chaque fois on se repose la question de l'appropriation, de la proximité. Et je crois que vous l'avez dit à plusieurs reprises, on voit bien que ça ne peut fonctionner véritablement dans cette approche-là, souvent qu'à l'échelle d'un quartier, enfin à une échelle raisonnable. Mais vous retrouvez aussi la complexité finalement d'une société organisée, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un quartier, ça a aussi ses limites, et vous êtes parfois passé de la petite échelle à la grande échelle. Moi je le dis souvent, à l'échelle d'un territoire, la mobilité, évidemment, elle ne peut pas se raisonner à l'échelle du quartier, de sa rue, même de plusieurs quartiers, ou d'un territoire plus large. Elle se raisonne souvent d'abord au quotidien à une échelle qui est celle du bassin de vie. Beaucoup de gens qui, justement, on est dans le bottom-up là, hein. Ça part des gens, ça part du citoyen, beaucoup de ces initiatives. Alors, comment les généraliser? Et puis vous parlez d'habitants engagés, hein. Moi je suis entièrement d'accord avec vous, je crois que c'est par là que passe la clé, mais je pense que la première des questions à se poser, enfin que moi je me pose au quotidien dans mon métier, c'est comment réussir justement à ce que les gens s'engagent, parce que les gens ont le droit d'être réticents, et ça on l'oublie souvent. Mais on n'a pas les mêmes réalités, en effet, dans une ville du Moyen-Orient avec ce que nous pouvons vivre à Montréal ou ailleurs. Et à chaque fois, on voit bien que les réponses sont particulières. Alors bravo d'avoir fait ce tour d'horizon complet de ce qui nous était proposé aujourd'hui. Mais c'est d'abord, je crois, aux habitants, en effet, que vous avez mis au cœur du projet, de se ressaisir de toute cette matière, puis d'en faire leur réalité de vécu tous les jours et de la transformer en quelque chose que nous partagerons pour demain, pour nos enfants et nos petits-enfants. Bravo pour votre travail et continuez. On va bientôt pouvoir prendre notre retraite un peu soulagés.